Donc en introduction, le lymphome à cellules du manteau, c'est un lymphome de l'homme âgé avec une médiane d'âge au diagnostic entre 60 et 70 ans. Un ratio homme-femme de 3 pour 1, c'est-à-dire 3 fois plus d'hommes que de femmes. Ça représente 5 à 7% des lymphomes, c'est-à-dire à peu près autant que les lymphomes T hors lymphome T cutané. Et un point très important, c'est que plus de 80% des patients ont des localisations extranodales et sont stade 4, principalement des envahissements myélo-sanguins, mais également des envahissements du système digestif qui sont très fréquents. Et certains disent même que si on fait une fibro et une colo systématique dans le lymphome du manteau, on trouvera dans tous les cas un envahissement par la maladie. Donc c'est important d'y penser et de vraiment se dire que le lymphome du manteau, c'est quasiment tout le temps un stade 4. Et d'ailleurs, dans le score du MIPI, le stade n'intervient pas. Au niveau du phénotype, il est spécifique avec la positivité du CD5. Le CD10 est négatif, contrairement au lymphome folliculaire. Le CD23 est négatif, contrairement à la LLC. Et le CD20 est fort. BCL2+, BCL6- et SOX11+. Et puis, c'est un lymphome qui a une translocation spécifique, la translocation 11-14, Q13, Q32, qui se traduit en biologie moléculaire par la surexpression de la cycline D1. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler en plusieurs parties. D'abord, est-ce que le lymphome du manteau, c'est une ou plusieurs maladies? Est-ce qu'il faut traiter tous les patients? Puis le traitement en première ligne, le traitement à la rechute et quelques perspectives. Donc première question, est-ce que le lymphome à cellules du manteau, c'est une ou plusieurs maladies? Si je vous pose la question, vous vous doutez que c'est pour vous dire que c'est plusieurs maladies. Donc il y a le lymphome à cellules du manteau classique. Il y a également des formes très agressives, les lymphomes à cellules du manteau blastoïdes ou pléiomorphes, qui sont souvent associés à une forte masse tumorale, des signes B, une altération de l'état général, une mutation de TP53 et un karyotype complexe, et un pronostic qui est très mauvais. Et puis il y a une forme assez rare, mais qui est important de ne pas méconnaître, qui est la forme leucémique non ganglionnaire. Donc par définition, cette forme se définit par l'absence de ganglions. C'est une face circulante avec souvent un envahissement médulaire et une splénomégalie. Une faible masse tumorale, un Ki67 qui est très faible, en général inférieur ou égal à 10%. En cytogénétique, on va retrouver la translocation 11-14. En biologie moléculaire, on va retrouver la surexpression de la cycline D1. Et une particularité, c'est que cette forme est SOX11 négatif. Elle est souvent IGVH mutée, alors que dans le TP53, le statut IGVH est la plupart du temps non muté. Et TP53 n'est pas muté. Puis il y a une autre forme qui est la forme in situ, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, parce que c'est une forme qui est vraiment exceptionnelle et qui a un pronostic qui est aussi très bon, qui ne nécessite pas de traitement spécifique. Faut-il traiter tous les patients? Donc, la plupart des patients qui ont un lymphome à cellules du manteau vont nécessiter un traitement, mais ce n'est pas le cas de tous les patients, et certains patients, en l'absence de certaines caractéristiques, peuvent ne pas être traités d'emblée. Donc ces caractéristiques, c'est d'abord la morphologie, les formes blastoïdes et pléiomorphes nécessitent bien sûr d'être traitées. C'est le Ki67. S'il est supérieur à 30%, il ne faut pas se poser de questions. La mutation TP53 aussi est un facteur de mauvais pronostic. Et la présence de ganglions avec un seuil qui peut varier, mais qui est en général 1,5 ou 2 cm. Et en fait, si le patient n'a aucune de ces caractéristiques, c'est qu'il fait partie de la forme leucémique non nodale du lymphome à cellules du manteau et qu'il peut ne pas être traité d'emblée. Et vous remarquerez que je n'ai pas parlé du MIPI quand j'ai parlé des critères de traitement et de quel patient traiter ou ne pas traiter. Parce que le MIPI, c'est un très bon facteur pronostic, le MIPI seul ou le MIPI avec le Ki67, pour permettre de prédire le pronostic du patient. Mais ce n'est pas un score qui doit vous orienter dans le traitement du patient. En tout cas, j'en ai l'intime conviction parce que si vous regardez le score, donc là je vous ai mis le MIPI simplifié, vous voyez que l'âge rapporte beaucoup de points et qu'au-delà de 70 ans, on a déjà 3 points dans le MIPI. Et je vous ai dit que la médiane d'âge était aux alentours de 70 ans dans le lymphome à cellules du manteau, c'est-à-dire que la moitié des patients ont déjà un MIPI intermédiaire ou élevé. Et si on se fie au MIPI, finalement, on va traiter plus un patient par son âge. Plus il est âgé, plus on sera amené à le traiter, ce qui n'a pas beaucoup de sens, surtout dans le cadre de cette forme leucémique non nodale. Donc, au niveau de la prise en charge, en première ligne, on différencie habituellement 3 catégories de population. Les patients qui peuvent recevoir une autogreffe, donc inférieure à 65 ans, et puis les patients qui ne peuvent pas recevoir
une autogreffe au-delà de 65 ans ou en cas de comorbidité. Et parmi ces patients de plus de 65 ans, ceux qui peuvent recevoir une chimiothérapie avec une bonne dose d'intensité et ceux qui ne peuvent pas recevoir une chimiothérapie avec une bonne dose d'intensité. Chez les moins de 65 ans, chez les patients éligibles à l'autogreffe, en France du moins, le choix du traitement est assez simple. On a l'habitude de proposer un traitement par 4 cures de RDHAX avec de l'arastine haute dose, puis une intensification thérapeutique de type Herbim et réinjection de cellules souches hématopoïétiques et une maintenance par rituximab pendant 3 ans. Donc, c'est des données qui ont été publiées en 2017 dans New England par Stephen Le Guil avec des très bons résultats. Et dans son étude, il a également montré un bénéfice du traitement d'entretien pendant 3 ans sur la survie sans progression, mais également sur la survie globale. Et une étude ancillaire de cette étude a comparé les différents schémas à base d'aracitine haute dose, c'est-à-dire DHAP, DHAC, DHAX, et a montré qu'il y avait un bénéfice à l'oxaliplatine, donc au RDHA-OX, par rapport au RDHA-cisplatine ou carboplatine. Donc c'est une étude rétrospective, mais vous savez tous que la cisplatine est très toxique. Donc ces données doivent conduire, je le pense, à abandonner la cisplatine en première ligne pour ces patients et à se baser sur un schéma plutôt RDHA-X. Et il y a beaucoup de centres qui avaient déjà fait ce choix avant d'avoir ces résultats, du fait de la toxicité principalement de la cisplatine, et on a également d'autres, mais malheureusement on n'a pas d'autres études qui montrent, qui comparent front-to-front ces deux traitements et qui montrent une efficacité similaire dans d'autres hémopathies. Chez les patients non éligibles à l'autogreffe, donc chez les patients capables de recevoir une chimiothérapie, il y a beaucoup de choix. Le problème du lymphome du menton en première ligne aujourd'hui, c'est qu'on a presque trop d'options thérapeutiques. Donc on peut proposer du R-CHOP 21, on peut proposer du VRCAP, on peut proposer des chimios à base d'aracitine haute dose sans autogreffe, on peut proposer du R-bendamustine ou R-BAC avec bendamustine et aracitine. Et se pose la question du traitement de maintenance qui a montré son bénéfice après le R-CHOP, mais qui n'a pas montré son bénéfice après d'autres types de traitements. Et chez les patients non fit, on peut proposer des options un peu plus allégées de type RCVP, sans les anthracyclines, R-bendamustine, R-chlorambucil ou R-ibrutinib, sachant que l'ibrutinib n'a pas d'AMM en première ligne en France, ou alors des soins palliatifs seuls. Donc je voulais vous présenter un peu plus en détail certains de ces schémas thérapeutiques. Donc le R-CHOP plus rituximab d'entretien. Donc cette étude publiée en 2012 avec une actualisation en 2019, montrait, après un traitement par R-CHOP, un bénéfice d'un entretien par rituximab seul. Donc vous voyez, la courbe bleue, c'est l'entretien par rituximab, et la courbe rouge, c'était un entretien par interféron. Donc c'est cette étude qui a validé le traitement d'entretien par rituximab après le R-CHOP, avec une médiane de survie globale de 6,4 ans. Chez ces patients, il a également été testé le VRCAP. Le VRCAP, c'est un R-CHOP auquel vous enlevez la vincristine et vous rajoutez à la place du Velcade, 1,3 mg par mètre carré, J1, J4, J8, J11. Donc, cette étude montre un bénéfice en PFS et en OS du VRCAP par rapport au R-CHOP. Cependant, ce traitement n'est très peu utilisé en pratique. Alors certains diront que c'est parce que le bras R-CHOP est très mauvais dans cette étude par rapport à d'autres données, mais c'est également du fait de la toxicité, notamment la toxicité au niveau des thrombopénies qui sont très importantes avec ce schéma, et également des toxicités bien sûr neurologiques. Un autre schéma dont je voulais vous parler un peu plus en détail, c'est le R-BAC. Donc c'est rituximab J1, bendamustine 70 mg par mètre carré J2, J3 et aracitine 500 mg par mètre carré J2 à J4. Donc c'est un traitement, c'est du R-benda avec de l'aracitine en plus, donc qui est assez intense, qui donne beaucoup de cytopénie, qui peut être proposé aux patients non éligibles pour l'autogreffe, mais qui reste en bon état général. Et les données mises à jour à l'ASH l'année dernière sont assez bonnes, quand même, avec une PFS à 56% à 7 ans et une survie globale à 7 ans de 63%.
Donc des résultats qui sont quand même très intéressants, mais il faut garder en tête que c'est un schéma très toxique, et d'ailleurs, au cours de sa présentation, Visco a bien spécifié que dans leur étude, ils avaient dû diminuer la dose des traitements pour 61% des patients du fait des toxicités, des cytopénies et des neutropénies fébriles. C'est pourquoi, dans ce traitement, on peut faire une évaluation après 3 cures, et on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à 6 cures, on peut s'arrêter à 4 si le patient est en bonne réponse, et surtout si la tolérance est mauvaise. Et puis, un mot sur la forme leucémique non nodale du lymphome du manteau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des patients pour qui il n'y avait pas besoin de traitement, dans la plupart des cas, qu'on pouvait surveiller. Et si jamais il y a besoin d'un traitement, le plus souvent, dans ces formes, le traitement sera nécessaire du fait de l'apparition de cytopénie, d'anémie ou de thrombopénie. Et pour cette population particulière, il y a 2 études qui ont été publiées récemment et qui testent le R-ibrutinib en première ligne. Donc, ces deux études de phase 2 sur 50% chacune. Les critères d'inclusion sont un peu différents, mais ce qu'on voit, c'est que les critères d'exclusion, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, les formes agressives, notamment les blastoïdes, les pléomorphes, les Ki-67 élevés, et la présence d'adénopathie volumineuse. TP53 n'était pas pris en compte dans ces 2 études. Et c'était des schémas à base d'ibrutinib, soit en continu, soit en durée limitée, pendant 1 an, avec plus ou moins de rituximab en fonction du schéma. Et ça donne des résultats qui sont quand même très intéressants, avec entre 85 et 90% de réponse globale, et une PFS à 3 ans de l'ordre de 90%. Donc un schéma qui peut être à considérer pour ces patients et qui est quand même moins intensif que les autres options à base de chimiothérapie. Donc ça, c'est juste la diapo de résumé des options thérapeutiques en première ligne en France. Pour la rechute, je dirais qu'à l'heure actuelle, les choix sont un petit peu plus simples, puisque en deuxième ligne, étant donné qu'on n'a pas l'AMM en première ligne en France, les patients vont se voir proposer un inhibiteur du BTK, et notamment l'ibrutinib. Donc il a bien été montré que l'ibrutinib a une efficacité qui est plus ou moins bonne en fonction de la ligne de traitement à laquelle est donnée. Mais ça, c'est quelque chose qui a été montré pour beaucoup de traitements en hématologie. Mais en tout cas, vous voyez que dans cette étude, pour l'ensemble des patients, la médiane de PFS était de 10 mois. Et pour les patients qui recevaient l'ibrutinib en deuxième ligne, elle était de 25 mois. Donc, il paraît légitime de proposer l'ibrutinib en deuxième ligne à ces patients pour qu'ils aient en moyenne 2 ans, en médiane, 2 ans de survie sans progression. Il y a d'autres inhibiteurs du BTK qui sont en cours de développement, l'acalabrutinib, le zanabrutinib, mais surtout d'autres inhibiteurs du BTK non covalents qui sont à des stades plus précoces, mais qui vont arriver, le pirtobrutinib, le nemtabrutinib, et qui, eux, ont l'avantage d'être efficaces, même chez certains patients qui rechutent après un traitement par ibrutinib, et surtout des profils de tolérance qui sont vraiment excellents et bien meilleurs que ceux de l'ibrutinib. Si on regarde un peu plus en détail pour l'acalabrutinib et le zanabrutinib, pour qui on a un petit peu plus de données, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'ibrutinib. Les bénéfices, c'est plutôt au niveau du profil de tolérance, même si les différences ne sont pas non plus exceptionnelles. Si on compare avec l'acalabrutinib, il y a moins de saignements, oui, 31% versus 50%, mais au niveau des grades supérieurs ou égaux à 3, on reste dans des ordres de grandeur similaires. Il y a moins de diarrhée, il y a moins de fatigue, il y a moins de nausées, mais il y a beaucoup de céphalées qu'on voit apparaître avec l'acalabrutinib qui conduisent parfois à arrêter le traitement, qui n'existe pas avec l'ibrutinib. Et puis, les infections, peut-être un petit peu moins d'infections avec l'acalabrutinib. Et le zanabrutinib, pareil, montre une augmentation des saignements, mais qui est a priori plus faible, moins de fibrillation auriculaire. Pour l'acalabrutinib, c'est vrai que je n'ai pas insisté, le vrai bénéfice de l'acalabrutinib, bien sûr, c'est au niveau de la fibrillation auriculaire, beaucoup moins de fibrillation auriculaire. Donc, voilà, deux autres drogues qui sont en développement, 2 autres inhibiteurs de BTK qui sont en développement dans lymphome du manteau en rechute ou réfractaire, mais qui pour l'instant n'ont pas d'AMM en France et un bénéfice qui est somme toute assez limité.
En troisième ligne du lymphome du manteau, pour être assez simple, on a l'AMM pour les carticelles. Donc on va proposer les carticelles en France à ces patients. Donc pour les carticelles, on a les données de Zuma-2, qui ont été publiées dans le New England l'année dernière, qui montraient un taux de réponse globale de 93%, dont 67% de réponse complète. Ces données ont été actualisées à l'EHA cette année, avec une médiane de suivi de 35,6 mois, et elles montrent une PFS médiane de 25 mois et une survie médiane de 46 mois. Donc si on compare ces données prospectives aux données de l'ibrutinib en deuxième ligne, qui sont de 25 mois, finalement on peut proposer 2 ans aux patients de survie sans progression. Malheureusement, ces bonnes données sont à relativiser, car on a les données de Descartes, qui est le registre français, l'ISA des carticelles, donc des données de vie réelle, qui nous montrent pour 48 patients une PFS qui n'est que de 6,3 mois, donc des données qui sont quand même beaucoup moins bonnes que ce qu'on a dans la publication de Zuma-2, avec tout de même des taux de réponse qui sont similaires à un taux de réponse global qui est toujours de l'ordre de 90% et un taux de réponse complète qui est toujours de l'ordre de 63-68%. Une explication pour cette différence, elle pourrait s'expliquer en grande partie par la durée d'inclusion des patients dans le protocole Zuma-2 qui était très longue, et une durée entre l'inclusion du patient, le recueil des carticelles et la réinjection des carticelles très allongée, qui conduisait à sélectionner uniquement les patients qui avaient des maladies peu agressives et stables, et donc à donner des résultats qui sont meilleurs. Bien sûr, quand on parle de carticelles, notamment d'études Zuma, on parle toujours en intention de traiter. Donc seuls les patients qui ont été réinjectés en carticelles sont pris en compte dans ces analyses. Au niveau des perspectives, donc les inhibiteurs du BTK arrivent en première ligne. Il y a 2 études de phase 3 actuellement qui sont en cours, R-ibru versus R-chimio et R-zanabrutinib versus R-bendamustine. On n'aura pas les résultats tout de suite, mais c'est des études qui arrivent pour valider l'indication des ITK en première ligne face à la chimiothérapie. Donc ces études se concentrent sur les patients non éligibles à l'autogreffe. Toujours dans cette même population de patients non éligibles à l'autogreffe, on a eu récemment les résultats de l'étude SHINE, donc, qui comparait l'association R-benda à l'association R-benda plus ibrutinib. Donc les résultats, quand on regarde les courbes de PFS, sont impressionnants. Une PFS médiane qui passe de 4,4 à 6,7 ans, donc une différence qui est vraiment significative. Et si on regarde le nombre de patients qui ont nécessité un traitement de rattrapage, un traitement de deuxième ligne pour le lymphome du manteau, il y a une différence importante. C'était 19% des patients dans le groupe ibrutinib contre 40% des patients dans le groupe placebo. Cependant, aucune différence en survie globale. Et cette absence de différence, elle peut s'expliquer peut-être en partie par les toxicités. Il y avait beaucoup plus de pneumopathie dans le bras R-benda ibrutinib, plus de cytopénie, plus d'infections et également plus d'événements cardiovasculaires. Donc oui, R-benda plus ibrutinib fait mieux que R-benda, il y a une meilleure efficacité, mais peut-être que l'ibrutinib n'est pas la meilleure inhibiteur de BTK à utiliser dans cette association, car l'excès de toxicité entraîne l'absence de différence en survie globale, ou peut-être qu'il faut attendre un peu plus et qu'avec un peu plus de suivi, cette différence va apparaître. Mais pour l'instant, on est dans une étude supplémentaire qui nous montre une différence en survie sans progression, mais pas de différence en survie globale. Mais peut-être qu'une autre étude va aller dans le même sens pour l'association ibrutinib et chimiothérapie. C'est l'étude Triangle. Donc c'est une grande étude sur 898 patients. C'est une étude du consortium européen de lymphome du manteau, le Mantle Cell Network, qui compare 3 bras. Un premier bras qui est le bras standard, R-CHOP, RDHAP en alternance, puis autogreffe et observation. Un deuxième bras qui ajoute l'ibrutinib avant l'autogreffe en association à la chimiothérapie et
après l'autogreffe, et un troisième braque qui associe l'ibrutinib à la chimiothérapie, puis un ibrutinib en maintenance, en permettant peut-être de se passer de l'autogreffe. Donc on n'a pas encore les résultats de cette étude qui devrait être présentée à l'ASH cette année, mais on sait déjà que la PFS est inférieure dans le bras sans ibrutinib et qu'il a été discuté de stopper ce bras. Donc on verra à l'ASH plus d'informations à ce sujet, mais en tout cas l'ibrutinib arrive en première ligne en association à la chimiothérapie, va arriver probablement très rapidement. On attendra ensuite de voir les autorisations de mise sur le marché et les possibilités de remboursement. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des associations chémo-free, donc notamment l'association ibrutinib et venetoclax, qui a été testée chez les patients rechute de lymphome à cellules du manteau, qui montrent des résultats qui sont quand même très bons, avec des taux de réponse complète de 80%, dont 62% de réponse complète sur l'ensemble des populations. La population, après, ça reste des études avec peu de patients, c'est seulement sur 21 patients, mais des résultats qui sont quand même encourageants, avec une PFS médiane de 35 mois. Je rappelle, dans cette même population de patients en rechute, à partir de la ligne 2, quand on donne de l'ibrutinib en monothérapie, la PFS médiane est de 10 mois. Et l'association semble être plutôt bien tolérée. Maintenant, ces associations sont en train de se développer en première ligne, même si ça reste très préliminaire. Il y a les études OASIS 1 et OASIS 2, dont vous avez probablement entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements cette année, qui sont des études de phase 2 et qui testent l'association anti-CD20, c'est rituximab ou obinutuzumab, plus venetoclax, plus ibrutinib, en première ligne. Comme vous l'imaginez, c'est plus vendeur que 4 cures de RDHA-OX, une autogreffe et un entretien de 3 ans. Donc les recrutements ont été très rapides pour ces études. Maintenant, on attend les résultats. Et pour aller un petit peu plus loin dans le futur, il y a un essai qui est en cours de design au sein du consortium européen du lymphome qui veut tester les CAR-T-cells en première ligne, sans chimiothérapie. Donc ce serait un bras, rituximab, ibrutinib, 2 cycles, puis recueil des lymphocytes T, puis un cycle de R-ibru, puis CAR-T-cell. Et ce serait une phase 2 comparée avec un bras de référence avec de la chimiothérapie, probablement plus de l'ibrutinib. Donc, à voir, mais beaucoup d'évolutions à attendre dans les années à venir dans le lymphome à cellules du manteau. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour votre topo. J'avais une question en deuxième ligne, chez les gens qui sont sous Ibru, qui progressent, et pour lesquels éventuellement vous allez au CAR-T. Ma question, c'est si vous voulez contrôler la maladie, qu'est-ce que vous faites ? Et notamment, est-ce que si vous rajoutez du venetoclax, est-ce que vous avez une expérience là-dessus ? Dans les premiers papiers, j'ai plus en tête, mais le V plus I, c'était des gens qui étaient en chute, qui n'avaient pas eu ces 2 drogues, ou est-ce que certains avaient eu de l'Ibru ? Et ma deuxième question, qui est toujours la même, mais je sais que la vie change à Saint-Louis, c'est est-ce que vous faites des CAR-T chez des gens qui sont CD19-? Alors, pour la question, est-ce que les patients inclus dans l'essai sympathico avaient déjà reçu de l'Ibru? Non, c'est des patients naïfs d'ibrutinib qui reçoivent l'association Ibru-venetoclax. Pour la deuxième question, c'était quid du bridge à l'allogreffe. Donc le venetoclax, nous, on l'a pas utilisé dans cette indication. On a parfois utilisé de la chimiothérapie lorsque la maladie est vraiment pas contrôlée, de type RIBVD. Vous avez l'expérience d'ibrutinib et de rajouter du venetoclax? Non, ça on l'a jamais fait. Ça on n'a jamais osé le faire. Et par contre, je pense qu'il y a un élément qui doit être pris en compte auquel on n'a pas l'habitude de penser en France, mais c'est la radiothérapie. Le lymphome à cellules du manteau, c'est le lymphome qui est le plus radiosensible. Et chez les patients qui ont une masse, typiquement un bulk, mais une masse très localisée, ça peut être bénéfique. Nous, on l'a fait plusieurs fois, de faire une radiothérapie dans le bridge. Il n'y a pas besoin de faire des doses de radiothérapie qui sont énormes pour que la masse régresse assez vite.
Et pour la dernière question, oui, on fait des carticelles aux patients CD19- à Saint-Louis. Pour répondre à ta question, Pierre, oui, on a fait rajouter du vénétoclax chez des patients qui progressaient sous Ibru. Et bon, c'est très peu de cas, mais ça marche, ça a marché en l'occurrence. Et même une patiente qu'on a mis en rémission complète et qui, du coup, pour l'instant, n'a toujours pas eu ses carticelles. Donc, ça peut se tenter, je pense, raisonnablement. Et si je peux, j'avais aussi peut-être juste une petite question. Merci pour la présentation. Juste concernant la première ligne dans votre pratique, donc OK, RDHAC ou OX, autogreffe, comment vous évaluez les patients avant l'autogreffe? Parce que si on prend rigoureusement le schéma Lima, le PET scan n'était pas décisionnel, mais néanmoins, je pense qu'on le fait tous. Et un patient qui n'est pas en rémission complète après les 4 cures de RDHA-X, comment vous essayez, enfin, quelle est votre attitude chez ces patients? Donc nous, on évalue les patients après les 4 cures de RDHA-X. Contrairement au Hodgkin ou au DLBCL, on n'évalue pas après 2 cures. C'est trop tôt dans le lymphome du manteau. Donc après 4 cures, on fait le TEP scanner, on fait une cytométrie en flux sur le sang. On fait une biopsie ostomédulaire également, parce que ces patients étaient quasiment tous envahis au niveau de la moelle au diagnostic. Si ils ont une fibroscopie, une coloscopie au diagnostic était positive, on va les refaire le geste. Et si le patient n'est pas en rémission complète, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'ibrutinib. On a fait ça pour plusieurs patients. On donne de l'ibrutinib et si on obtient une bonne réponse, on fait l'autogreffe après l'ibrutinib. Yann, à 6 mois pour post-carticelle. Est-ce que du coup il y a une place pour l'allogreffe pour ces patients? Le retour. Alors moi j'ai fait 2 écoles, l'école lilloise et l'école de Saint-Louis, qui dans le lymphome sont pas du tout pro-allogreffe. Donc personnellement j'ai pas d'expérience, j'ai jamais allogreffé un patient avec un lymphome du manteau. Comme je vous l'ai montré, dans le lymphome du manteau on a quand même beaucoup d'options de traitement. En première ligne il n'y a pas de problème pour proposer un traitement adapté aux patients avec la chimiothérapie. En deuxième ligne, il n'y a pas de problème pour proposer l'ibrutinib. Les carticelles, si le patient, on envisage de lui proposer une allogreffe, forcément c'est qu'il est éligible aux carticelles. Donc il aurait déjà eu 3 lignes de traitement avant qu'on envisage les carticelles, l'allogreffe, pardon. Par expérience, les patients qui sont après carticelle, qui ont déjà reçu au moins 3 lignes de traitement dans le lymphome du manteau, c'est des patients qui sont extrêmement agressifs. Ils sont presque tous mutés DB53. Souvent, ils évoluent vers des formes blastoïdes. Et c'est des patients qui seront très difficiles à stabiliser et à tenir le temps d'aller vers une allogreffe. Donc, il n'y a pas de non dans l'absolu, pourquoi pas. Mais surtout si c'est un sujet jeune, qui est encore en bon état général et qu'on arrive à mettre en bonne rémission. Mais malheureusement, à ce stade de la maladie, c'est très difficile d'envoyer un patient dans des bonnes conditions à l'allogreffe. Merci. Et du coup, deuxième question en rapport aussi avec ça. Qu'est-ce que vous proposez aux patients reçus post-carticelle? Il y avait déjà des données sur les carticelles dans la LLC où ils mettaient de l'ibrutinib en même temps ou par la suite qui pouvaient agir sur le fonctionnement du carticelle. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites d'autres choses? Donc nous, à Saint-Louis, on est plutôt dans l'immunomodulation avec le lénaïdomide en post-carticelle pour les patients avec une forte masse tumorale, c'est-à-dire un TMTV élevé en pré-carticelle. Ça, on l'a fait surtout dans le DLBCL, on le fait aussi dans le lymphome du manteau. Et ensuite, pour les patients qui rechutent post-carticelle, nous, on n'hésite pas, on les inclut dans les essais thérapeutiques. En ce moment, on a des essais thérapeutiques avec des anticorps bispécifiques. Je n'ai pas présenté les données pour les anticorps bispécifiques parce que j'ai regardé un peu, on n'a vraiment pas grand-chose. Dans epcoritamab, il y a 3 patients qui en ont reçu, un en réponse complète, un en réponse partielle, un non-répondeur. Glofitamab, c'est 4-5 patients, mais il n'y a pas les réponses séparées qui sont affirmées. Et mosunetuzumab, il y a 15 patients avec un lymphome du manteau qui les ont reçus, mais je n'ai pas accès aux données spécifiques. Peut-être qu'à l'âge, on aura plus d'accès, mais je pense clairement que les anticorps bispécifiques vont prendre une place importante pour ces patients. Merci. Encore une dernière petite question. Manteau-blastoïde, première ligne, vous avez une stratégie différente ou vous les traitez comme un manteau classique? On les traite comme un manteau classique. On va peut-être se poser la question de faire la ponction lombaire. Ouais.
Mais nous, on ne croit pas à l'intérêt d'injecter, de faire des ponctions lombaires injectées pour prévenir les rechutes neuroméningées à Saint-Louis. Donc peut-être là, si on fait une première ponction lombaire, on injectera, mais on ne fera pas ensuite de ponction lombaire injectée en prévention de la rechute neuroméningée. Et on fera le même schéma avec l'autogreffe. Bon, merci beaucoup.